Bonjour à tous. Comment sortir, comment mettre fin à l'utilisation des pesticides, des produits phytosanitaires? Vaste sujet d'actualité s'il en est, avec notamment bien sûr l'interdiction du glyphosate que le gouvernement a choisi de ne pas inscrire dans le nouveau projet de loi sur l'alimentation, sur tous ces sujets. Je vous propose de suivre une table ronde organisée par la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, avec notamment le président de l'INRA. Quelle serait l'alternative aux pesticides? Le biocontrôle. Le biocontrôle, c'est un ensemble de méthodes de protection des végétaux basées sur l'utilisation des mécanismes naturels. Voilà, sur tous ces sujets, je vous propose donc de suivre cette table ronde. Donc, vu des exposés, ça fait du bien aussi de dire que quand on fait des progrès en matière de phyto, on sort d'une crise assez importante avec les dysfonctionnements qu'on a pu constater entre agences sur le glyphosate. Mais c'est vrai que globalement, quand on se penche sur le sujet, on voit qu'on fait quand même beaucoup de progrès sur l'utilisation des phytos, sur la diminution. C'était signalé par monsieur le président de la Chambre d'agriculture. De là, imaginer un monde sans produits phyto, moi je dis oui, bien sûr, mais le problème c'est qu'il y aura toujours, je crois, des maladies fongiques, des maladies bactériennes, des insectes. Et donc, comme nous le faisions remarquer avec madame Weber, pas plus tard qu'hier, je crois qu'il faut quand même rester prudent et garder une pharmacopée suffisante de façon à pouvoir se réagir en cas d'invasion. Donc la voie du progrès me paraît beaucoup plus pertinente. Moi j'aurais une question pour monsieur le président directeur général. Je voudrais connaître votre position sur les plantes dites NBT, les New Breeding Techniques. Puis il y a toujours une ambiguïté, on ne sait pas si on leur applique une législation OGM ou pas, alors qu'elles sont obtenues par le fameux CRISPR-Cas9, plutôt Cas13 maintenant, puisque ça a évolué aussi, et qui présentent évidemment un intérêt, puisqu'elles consomment moins d'eau, elles sont plus résistantes à certaines agressions, donc je crois que ça va dans le sens de l'utilisation de moins de produits phyto. Deuxième question pour madame Brulé, c'est par rapport à leurs ressources en eau. Nous sommes régulièrement alertés par les agences de bassin, notamment par M. Malvy sur l'agence Adour-Garonne. À quand fixez-vous l'échéance de difficulté d'approvisionnement pour l'agriculture, puisque c'est quand même, hélas, avec le réchauffement climatique, un problème auquel nous allons être confrontés. Et troisièmement, par rapport à M. le directeur général de l'alimentation, nous avons eu aussi cette discussion il n'y a pas très longtemps, c'est par rapport à cette séparation de vente et du conseil. Moi, concrètement, moraliser les pratiques commerciales, je crois que c'est bien. Ça, on peut le faire, on peut encadrer les remises, les ristournes, interdire les rabais, les unités gratuites. Par contre, ce que je regrette, c'est que bien sûr, ça va retomber sur la tête des agriculteurs, puisque c'est répercuté en bout de chaîne, donc ils auront des approches qui sont plus chers. Par contre, sur la séparation de la vente et du conseil, moi concrètement, je ne vois pas tellement comment on peut procéder, sachant qu'il n'y a pas d'autorité comme la Haute Autorité de Santé pour les plantes, et ces fameux conseillers, je ne sais pas où est-ce qu'ils iront chercher leur littérature, leur monographie, et les derniers points, c'est qu'ils devront être en plus financés par les agriculteurs. Donc ils n'ont pas besoin, c'est double peine pour les agriculteurs, encore une fois. Merci. Merci Monsieur Medevielle. Madame Bonnefoy. Oui, merci Monsieur le Président. Je voudrais remercier les uns et les autres, les intervenants, pour leur présence ce matin, et puis la qualité des prestations de chacun. On voit bien que les changements sont possibles, même si ce n'est pas simple, ce n'est pas facile, ça a été dit, pour sortir d'un modèle industriel qu'on connaît. J'aurais beaucoup de questions, mais mon temps est compté, donc je vais me contenter de 3 ou 4, en essayant d'être brève. En 2012, le Sénat a remis un rapport qui fait date encore, un rapport après une mission d'information de 7 mois de travail. La présidente était ma collègue Sophie Primas, qui est aujourd'hui présidente de la commission économique, et moi-même comme rapporteur, avec un certain nombre de recommandations, une centaine, rapport qui a été voté ici au Sénat après 2h30 de discussion, voté à l'unanimité. Dans la centaine de recommandations, bon nombre ont déjà été mises en œuvre, dans la loi agriculture de 2015 en particulier, puis dans d'autres textes. Des dispositifs
dispositifs importants existent aujourd'hui, tels que le suivi des produits après AMM et la nécessité d'organiser, c'était une volonté du rapport, un système de phytopharmacovigilance sur le territoire national. Ce dispositif de phytopharmaco qui permet donc une production permanente d'informations au service de l'évaluation des risques, de la mise sur le marché des produits et des missions de gestion des risques de l'ANSES. J'ai lu avec attention le rapport d'activité 2016 de l'ANSES dans lequel il y a les pages concernant le dispositif de phytopharmaco qui monte en puissance. Donc je voudrais que vous puissiez développer davantage où vous en êtes et l'intérêt de ce dispositif. J'ai noté que dans les effets constatés et qui remontaient du terrain, puisqu'il s'agissait d'une veille sanitaire importante, les effets constatés étaient variés avec, je l'avais noté dans le rapport 2016, la phytotoxicité sur les vignes, des décès après ingestion pour mes usages, mais aussi des suspicions de cancer pédiatrique à proximité des zones agricoles. Donc plus d'informations sur le dispositif de phytopharmaco. Je voudrais vous demander, alors les uns et les autres peuvent y répondre bien évidemment, une proposition de loi dont je suis l'auteur a été examinée ici au Sénat début février et a été votée concernant la création d'un fonds d'indemnisation pour les victimes des produits phytosanitaires, à la fois pour faciliter le parcours de reconnaissance des victimes et leur indemnisation pour une indemnisation juste, intégrale et non forfaitaire. Donc est-ce que ce fonds d'indemnisation va apporter un plus en termes de remontée des données sanitaires pour faire évoluer l'évaluation des risques, le suivi AMM et ou le retrait de certains produits et bien sûr l'évolution du tableau des maladies professionnelles. La troisième question était on peut retirer certains produits pour telle utilisation en agriculture et le retrouver dans d'autres utilisations. Je pense en particulier au fipronil, qui est un insecticide qui était retiré en agriculture et qu'on a retrouvé pour autant dans l'alimentation au travers des œufs, avec le scandale qu'on connaît et qui, bien évidemment, choque la population. Donc pourquoi est-ce possible de le retirer dans l'agriculture et de le retrouver dans l'alimentation? Donc comment peut-on faire pour remédier à ce genre de choses? Puis ma dernière question concerne la séparation du Conseil de la vente. C'était une recommandation de la mission d'information de 2012. Bon, je connais, pour en avoir largement discuté, et pendant la mission et ensuite les difficultés de cette séparation. Moi, je voudrais savoir comment le ministère et puis l'INRA, l'ANSES voient cette séparation du Conseil. Pour ma part, je pense qu'il ne s'agit pas d'un conseil, mais plutôt d'un accompagnement pendant tout au long de l'accompagnement de l'agriculteur. Et avec un conseil que je considère, moi, un conseil qui doit être donc global et indépendant pour sortir et les aider à sortir du système dans lequel ils se sont enfermés. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Bizet. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, moi, je voudrais remercier et féliciter l'ensemble des intervenants qui ont très clairement souligné que la question qui nous préoccupe aujourd'hui relève d'une responsabilité, je dirais, partagée entre les différents États membres et les instances communautaires, soulignant par là même que, comme nous sommes dans un marché unique, toute décision unilatérale d'un État membre, ça peut faire plaisir à certains, mais si vous voulez, ça ne solutionne pas le problème, ça met même les agriculteurs français en distorsion de concurrence. Ça, c'est pour le préambule. Un constat et deux questions. Le constat, c'est que de plus en plus, un certain nombre de lois sur lesquelles on est amené à se prononcer, eh bien, sans vouloir être provocateur, mais au moins avec un langage imagé, quand on parle de bien-être animal, on est obligé de légiférer avec l'autorité morale de Madame Brigitte Bardot. Quand on parle des phytosanitaires, l'autorité morale de Madame Michu. Donc, c'est un peu désagréable et au fil du temps, ça devient extrêmement difficile. J'avoue que c'est pas commode. Alors, deux interrogations. Monsieur Michu tente de bons conseils vis-à-vis de Madame Michu, nous sommes bien d'accord. Comment peut-on, alors la question s'adresse plutôt à Monsieur Jeunet, comment peut-on améliorer la communication entre l'autorité européenne et les différentes agences nationales?
On a souvent abordé cette question-là avec le commissaire Andriukaitis. Et jusqu'à maintenant, on est plutôt dans la cacophonie que dans l'harmonie de la communication. Et ceci entraîne, je dirais, une perturbation dans l'acceptation sociétale. Ce n'est pas facile. Et là, je pense que l'on pourrait trouver une solution. Pas question d'imaginer priver l'ANSES, en l'occurrence, de toute communication, mais peut-être peut-elle se coordonner dans la communication finale. La deuxième question, elle a été posée par notre collègue Meneviel en ce qui concerne le classement imminent. Enfin, ça fait déjà quelques années qu'on attend le classement des New Breeding Technologies. Monsieur Mauguin a fort précisément et justement dit que la solution serait pour partie, je dirais, la combinaison de meilleure, je dirais, agronomie, d'une meilleure, si je puis dire, utilisation du biocontrôle et de la génétique. Or là, l'Europe et la France en particulier ont une occasion unique, d'autant plus que ça a été une technologie inventée par une Française, Emmanuelle Charpentier. Et si nous ne saisissons pas cette chance, la France perdra la deuxième place, si vous voulez, qu'elle a encore aujourd'hui au niveau européen et mondial en ce qui concerne sa filière semencière. Enfin, le dernier point, j'ai plutôt, en matière de communication, le sentiment que les sociétés anglo-saxonnes s'en tirent beaucoup mieux que la société française en matière de communication sur ces sujets-là. Donc il y a peut-être matière à trouver des idées. Aujourd'hui, c'est assez désagréable. J'en veux pour preuve, et j'en terminerai par là, chacun se souvient en 2012 de la manipulation médiatique grossière qui avait été orchestrée par Serralini et Lepage sur la dangerosité de certains OGM. On avait vu à la lecture du Monde des rats totalement difformes. Ça avait généré, si je puis dire, une réaction de la Commission. Résultat, quelques jours, 15 millions d'euros d'analyse qui viennent de confirmer aujourd'hui l'innocuité du sujet et aucune communication. Aucune communication. Et 15 millions d'euros de l'opération. Merci. Je donne la parole à M. Bignon pour 2 minutes. Vous venez de perdre 15 secondes déjà. Je n'avais pas compris que c'était pas le lot des précédents, c'était le lot des précédents. Je vais essayer d'aller vite. Merci, Monsieur le Président. D'abord, merci aux intervenants pour la richesse et l'extrême intérêt de leur présentation. Sans exception, c'était vraiment de très grande qualité. Une question à Philippe Mauguin sur le problème de la reconception de l'innovation de rupture. On voit que 5%, 10% c'est facile, 30% c'est possible. Quand est-ce que c'est à partir de quand qu'est-ce que ça veut dire la reconception? Je pense que c'est quand même que ça mérite d'être précisé. Agronomie, biocontrôle génétique, quelle perspective, quel délai pour la combinaison de ces 3 points? Je suis passionné par l'idée développée de la coopération franco-allemande, mais je me dis comment se fait-il qu'on le fasse si tard et seulement maintenant? Alors qu'on s'aperçoit par exemple sur le climat que c'est grâce aux 10 000 experts du GIEC qu'on a réussi à régler à la fois des problèmes de conviction de la société civile qui était sceptique, mais quand le GIEC est intervenu avec cette force scientifique, à partir de ce moment-là, l'essentiel de tout le monde a réussi à prendre en charge l'idée qu'on ne pouvait plus faire comme avant sur le climat. Pourquoi pas un GIEC des phytosanitaires? Pourquoi ne pas élargir parce que c'est un problème mondial, c'est pas un problème qui concerne exclusivement la France. Comme on est en plus dans le commerce, il faut le regarder dans sa dimension mondiale. Si les Brésiliens continuent à faire des produits et qui nous importent dans des traités qu'on nous imposera des produits, on ruinera les efforts qui ont été faits sur notre terrain. Donc je pense qu'il faudrait, à mon avis, élargir beaucoup le spectre. Une question plus précise à M. Genet. Vous dites il y a un trépied, et j'ai trouvé que 2 pieds dans votre trépied, le pied scientifique et le pied d'expertise, ou alors j'ai mal entendu le 3e. Vous avez parlé de la gouvernance. Je pense que c'est un problème essentiel, mais ça relie le point que je disais tout à l'heure à l'instant sur le problème de l'acceptation sociétale. La gouvernance est essentielle, on le voit, je dis encore une fois, sur le climat et sur bien d'autres sujets. Les choses évoluent,
mais je pense qu'on pourrait mettre un petit coup d'accélérateur pour faire en sorte que tout le monde évolue en même temps. Ce que disait le président Marteau sur les agriculteurs, il faut pas pointer du doigt les agriculteurs, ils ont besoin de vivre et d'évoluer, ils le savent, mais il faut que tout le monde les aide à avoir cette évolution. Et alors, Madame Brulé, dernière question, vous avez dit qu'il y avait 4 ministères. J'en ai retenu que 3, agriculture, MTES et santé. Est-ce que c'est l'outre-mer le 4e? Si c'est pas l'outre-mer, à la recherche, c'est vrai, excusez-moi de ma... Mais pourquoi pas l'outre-mer alors? Parce que je pense qu'il y a des problèmes phyto en outre-mer, je parle chlordécone par exemple. Et alors, il y a une question qui m'interpelle énormément. J'ai fini, Monsieur le Président, c'est la dernière. Comment travaillent-ils ensemble? Parce que ça, c'est toujours intéressant de savoir comment les ministres travaillent ensemble. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Berry-Débat. Oui, j'avais exactement la même question que mon collègue Mignon, qui s'adressait à Monsieur Mauguin par rapport, je dirais, aux perspectives, puisque 30% c'est facile, quitte du reste. Voilà, en combinant à la fois l'agronomie, le biocontrôle et la génétique. Et en complément, est-ce que par rapport, je dirais, à la génétique, ce que l'on fait aujourd'hui en expérimentation sur la vigne, ça peut se faire rapidement sur d'autres plantes pour avancer de la même façon. Et ma deuxième question concernait le problème de la mortalité des abeilles. Bon, c'est multifactoriel, effectivement, puisqu'il y a plusieurs causes. Mais que fait-on quand même pour cette filière qui est durement touchée? Dans beaucoup de départements, c'est comme ça. En Dordogne, 75% de mortalité dans les ruches. Voilà, donc c'est une vraie question qui se pose. Merci beaucoup, Monsieur Pointreau. Oui, merci, Monsieur le Président. Je voudrais également féliciter donc les intervenants et ma question s'adresse plus particulièrement à Monsieur Jeunet et à Monsieur Mauguin. Et ça concerne le glyphosate, qui a été mis sur le marché en 1974, ça s'appelait le Roundup, et c'est vrai que ça a été mis sur le marché comme un produit très innovant, c'était le produit miracle finalement, on nous le vendait comme un produit pratiquement bio, il n'y avait pas de rémanence, il n'y avait pas d'impact sur le gibier, et c'est vrai qu'il a rendu beaucoup de services, à la fois aux agriculteurs et aux viticulteurs, parce que ça a permis de mettre en place une agriculture un peu simplifiée, sans labour, en semi-direct, donc en préservant la biodiversité, et ça a permis de diviser par 3 pratiquement le nombre de passages de travail du sol, et par 3 le nombre d'herbicides, et donc la pression des produits phytosanitaires. Alors dans un contexte de crise agricole sans précédent, un contexte où il va falloir nourrir 2 ou 3 milliards d'êtres humains dans les prochaines années, un contexte où la France a perdu sa place de leader au niveau européen en termes agricoles, et on perd encore des parts de marché chaque année. On n'a pas de produit de substitution. Moi, je voulais simplement savoir, est-ce que oui ou non, le glyphosate est cancérigène, parce qu'on voit bien que d'autres pays au monde ont démontré que non. Et deuxième question, est-ce qu'il y a-t-il une recherche pour trouver un produit de substitution dans les 3 années qui viennent? Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Monsieur Gontard. Oui, merci Monsieur le Président et merci aux différents intervenants. Vous avez beaucoup parlé des abeilles et du lien avec les produits phytosanitaires. Je voulais rappeler la mobilisation nationale demain de soutien aux apiculteurs. Et j'ai une question plus directement peut-être à l'ANSES et puis à l'INRA. Depuis 2012, un décret reconnaît la maladie de Parkinson comme maladie professionnelle et établit clairement un lien de causalité entre cette pathologie et l'usage des pesticides. Cités comme responsables entre autres l'arsenic, le benzène, et j'en passe en termes de produits. Selon plusieurs chercheurs, les additifs associés, formulants dont vous avez parlé ou adjuvants aux herbicides sont hautement toxiques et contiennent ces métaux lourds.
L'Agence européenne de sécurité alimentaire qui a affirmé justement que le glyphosate n'avait pas d'effet cancérigène, contrairement à l'OMS, a basé son étude justement sans prendre en compte ces fameux formulants ou adjuvants. Et donc cela pose quand même clairement la question du système d'agrément des produits. Actuellement, lors de l'autorisation de mise sur le marché, les fabricants peuvent, au nom de la confidentialité et du secret industriel, on a eu une loi récemment là-dessus, ne peut ne pas dévoiler la nature chimique de ces formulants et simplement affirmer qu'ils sont inertes. Donc j'aurais donc aimé avoir votre avis sur ce système d'agrément et si on peut faire des analyses sérieuses sans prendre la globalité du produit. Merci. Merci Monsieur Gold. Oui, merci Monsieur le Président. Merci aussi aux différents intervenants. Alors la politique, c'est souvent une affaire de symbole, et aujourd'hui, le glyphosate est une affaire de spécialistes. Les explications se font surtout dans le cadre d'affrontements entre pros et anti, des affrontements souvent stériles d'ailleurs, produits phytosanitaires. La pression qui aujourd'hui émane du consommateur et sa volonté de pouvoir manger des produits de qualité est aussi légitime. Alors on a écouté les scientifiques, les professionnels sur leurs contraintes, leurs avancées, mais souvent on ignore celui qui est au bout de la chaîne, à savoir le consommateur. Alors je pense qu'aujourd'hui il faut faire face au pari de l'information du consommateur qui perd confiance à la qualité des produits qu'il peut avoir dans son assiette. Alors ma question, elle est compliquée, et je sais bien qu'on n'aura pas la solution aujourd'hui. Un des intervenants tout à l'heure parlait de l'information qu'il pouvait y avoir ou de la communication qui pouvait être faite dans les pays anglo-saxons, qui était différente et certainement mieux acceptée. Donc comment regagner la confiance et quelles obligations d'information nous incombent et seraient nécessaires dans l'acceptation ou non d'ailleurs des traitements des produits phytosanitaires dans ce que le consommateur peut être amené à avoir dans son assiette. Merci Madame Préville. Merci Monsieur le Président. Donc d'abord merci à tous les intervenants pour toutes ces informations très éclairantes. Alors moi je voulais plus particulièrement appuyer sur le fait que très récemment on est alarmé de plus en plus sur la disparition de la biodiversité, sur certainement comme responsables les produits phytosanitaires, sur la mort des abeilles, sur les oiseaux qui disparaissent pour moitié, sur également les vers de terre qui ont disparu à 90%, et je relais le cri d'alarme d'Hubert Reeves en ce sens. Les vers de terre sont absolument indispensables pour que la terre reste cultivable et puisse produire. Donc il y a un gros danger, cela va vite, très vite, plus vite qu'on ne pensait. Et vous avez tous souligné qu'il fallait agir et accélérer les choses. Alors que fait-on pour réellement les accélérer, notamment je suis évidemment consciente qu'il faut accompagner les agriculteurs, c'est absolument nécessaire. Alors, qu'est-ce qui est fait concrètement dans les chambres d'agriculture pour accompagner et pour inciter les agriculteurs à agir en ce sens? Et notamment aussi, parce qu'il faut prévoir l'avenir, je m'interroge sur la formation qui est donnée dans les lycées agricoles. Est-ce qu'il y a véritablement une matière sur ce sujet-là enseigné, obligatoire pour tous les futurs agriculteurs? Il faudrait que cela soit ainsi. Et puis, concernant le glyphosate, très rapidement, je suis allée lundi sur mon territoire à la station expérimentale de la noix à Creys, donc dans le Lot. Et j'ai vu une recherche qui a été faite sur plus de 10 ans sur justement l'interrang entre les noyers et notamment sur une étude qui prouve que si l'on ne met pas de glyphosate et si on permet à l'enterrant d'être enherbé, eh bien on ne voit aucune différence sur la productivité et la qualité des noix. J'ai trouvé ça très intéressant. J'espère que tout cela sera diffusé et qu'on pourra très très vite faire en sorte qu'on puisse abandonner le glyphosate, notamment sur la culture de la noix, puisque sur les résultats obtenus, il n'y a pas de qualité ni de productivité qui soit changée. Voilà, merci. Merci Madame de Cidrac.
Je voulais remercier les intervenants de ce matin pour nous éclairer et pour nous aider à comprendre un certain nombre de sujets difficiles, car nous le savons tous, hein, toute vie nécessite de respirer, de se nourrir et de dormir. C'est dire à quel point le sujet qui nous réunit ce matin est important et qui nous renvoie à beaucoup d'autres sujets importants. Moi, j'avais des questions, certaines ont déjà été posées, mais je voudrais les compléter et plus spécifiquement une question pour Monsieur Jeunet, d'ailleurs, qui se décline en plusieurs questions. Vous avez évidemment présenté le rôle de l'INSES et notamment son rôle dans l'évaluation des risques. Et vous avez utilisé le terme d'inacceptable, en fait, c'est-à-dire que vous évaluez l'inacceptabilité, je ne sais pas si le terme est précis, d'un certain nombre d'usages de produits, ainsi de suite. Donc moi, j'avais une question très précise. En fait, quel est le curseur ? Quels sont les critères, en réalité, de cette inacceptabilité potentielle de certains produits ? Qui les définit ? Et puis, vous avez également expliqué que cette évaluation était partagée entre l'espace communautaire et l'espace national. Donc, qui pèse combien dans cette évaluation partagée et de quelle façon donc tout cela va se décliner en réalité en réglementation nationale chez nous, en termes de contraintes vis-à-vis de nos agriculteurs, mais aussi en termes des évaluations des risques vis-à-vis de nos consommateurs, ainsi de suite. Donc vous voyez, c'est un petit peu une question en cascade, mais je dirais à la base de tout, c'est qui définit ce critère d'acceptabilité ou d'inacceptabilité. Ça, c'était une première question. J'avais une deuxième question, Madame Brulé. Vous avez parlé, je crois que Monsieur Marteau était revenu aussi également là-dessus, sur les fermes défis, je crois que c'est ainsi que vous les aviez appelées. Vous avez évoqué le chiffre de 3000 aujourd'hui qui était en expérimentation, me semble-t-il, si j'ai bien compris, et vous avez annoncé le chiffre de 30 000. Mais je n'ai peut-être pas entendu, ou peut-être que cela n'a pas été dit, quel est l'horizon de ces 30 000 et qu'est-ce que cela représente en réalité en termes de production et en termes de qualité d'expertise et d'expérience. Qu'en attendez-vous à travers donc, ces 30 000 ? Est-ce que cela veut dire qu'une fois qu'on est arrivé à ces 30 000, c'est bon, on s'en contente, ou est-ce qu'après ces 30 000, donc à quel horizon, il va y avoir une deuxième étape, une troisième, une quatrième ? Voilà, est-ce que vous pourriez nous éclairer également sur ces points-là ? Merci beaucoup, Monsieur Jacquin. Merci, Président, pour cette table ronde. Déjà une affirmation courte d'un agriculteur que je suis. Elle s'adresse à l'ensemble des intervenants. On peut supporter presque toutes les contraintes nouvelles s'il n'y a pas de distorsion de concurrence. Il est absolument insupportable que dans des accords internationaux, on accepte de nous mettre en concurrence avec des produits qui ne supportent pas les mêmes contraintes. 3 questions courtes. Tout d'abord à l'INRA. Des pistes extrêmement intéressantes existent autour du biocontrôle, de l'agronomie, vous l'avez expliqué. Est-ce que vous pourriez, Monsieur le Directeur, nous dire dans quelle mesure vous pourriez passer un contrat avec la sphère publique pour dire chaque million d'euros que vous nous emmènerez sur la recherche publique permet d'accélérer la recherche de solutions nouvelles de temps, par exemple. Deuxième question, peut-être à mon voisin. La séparation du conseil et de la vente, n'est-ce pas une fausse bonne idée ? Il va y avoir 1000 manières pour les lobbies et firmes de contourner cette séparation du conseil et de la vente en imaginant des moyens divers et variés de produire ce conseil par des filiales, des nouvelles entreprises, etc. Est-ce que la responsabilité des acteurs n'est pas une piste moins spectaculaire, mais plus sûre sur le moyen terme ? Je pense aux travaux de la coopérative Terrena, qui est assez exemplaire de ce point de vue. Dernière question, peut-être à l'ANSES. On évoque régulièrement la problématique de qualité sanitaire de certains produits labellisés bio, à partir de quelques situations, certes avérées, mais extrêmement peu importantes. Est-ce que vous pourriez relativiser cette information que je considère comme de la campagne de mauvaise foi autour des produits bio ? Voilà mes 3 questions, mon affirmation en 1 minute 46, Président.
Moi j'ai 1,52 au chrono, mais on n'a pas le même, c'est pas grave. on n'a pas la même. Madame Tocqueville, oui, on n'a pas toujours les mêmes instruments de mesure, je le confirme. Merci Monsieur le Président, merci aux intervenants. Donc ma question s'adresse au ministère de la Santé, mais comme il n'est pas représenté, donc ce sont les représentants de l'ANSES que je vais solliciter. La sonnette d'alarme avait été tirée en 1962 par une Américaine, Rachel Carson, sur les conséquences des produits phytosanitaires pour les agriculteurs. Donc on voit que ce n'est pas d'aujourd'hui que cette inquiétude s'exprime. Aujourd'hui se pose le problème de la reconnaissance pour les agriculteurs des maladies professionnelles liées précisément à l'usage des pesticides. Et il y a 2 ans, j'ai été membre de la commission qui a travaillé sur le coût économique et financier de la pollution de l'air. Et à ce titre, donc, nous avions auditionné les représentants de la MSA qui nous ont alertés d'une part par l'augmentation du nombre de malades, mais d'autre part par le coût à envisager d'indemnisation de ces agriculteurs malades aujourd'hui, mais des futurs malades malheureusement à venir. Donc la question se pose aujourd'hui d'une prise de conscience par le public des conséquences pour les agriculteurs, certes, mais aussi par les agriculteurs eux-mêmes, me semble-t-il. Alors la ministre de la Santé s'est exprimée de façon un petit peu curieuse à mon sens, et s'est dit défavorable à la création d'un fonds d'indemnisation pour les agriculteurs, donc victimes des pathologies liées aux pesticides. Donc cette appréciation a été un peu mal comprise, alors qu'aujourd'hui, donc, nous disposons des connaissances, donc, des expertises de l'INSERM, de l'ANSES, de l'IGAS, que ces expertises sont incontestables. Donc ma question, c'est comment expliquer cette divergence d'appréciation à partir de ce que nous connaissons, de ce que nous sommes en mesure de prévoir. Donc comment expliquer cette divergence entre les constats et les réactions de la ministre? Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Priou. Non, j'avais vu. Bon. En revanche, je n'ai pas vu Mme Tocqueville, mais j'ai vu Monsieur Priou, pourtant vous ne ressemblez pas tellement. Monsieur Chevrollier. Oui, merci Monsieur le Président, merci aux intervenants. On voit bien qu'en France, la question des produits phytosanitaires suscite des débats vifs, passionnés et politiques, alors qu'on voit que si on ne veut pas en rajouter en termes de normes et de contraintes à nos agriculteurs, il faut que les questions soient traitées au niveau européen et même au niveau mondial, parce que déjà en France, et ça a été relevé, les agriculteurs français ont fait beaucoup d'efforts. Ils utilisent des alternatives, il y a des agronomies, une approche agronomique différente. Alors aujourd'hui, vous l'avez dit, il y a moins 30% d'utilisation des produits phytosanitaires, et pourtant on a des constats comme quoi il y a une perte importante de biodiversité. Alors comment vous pouvez l'expliquer? Et comment renforcer, là ça rejoint les questions de collègues, comment permettre à nos agriculteurs d'arriver avec la reconception du modèle agricole à être à moins 50% de produits phytosanitaires. Merci. Monsieur Huret. Oui, Monsieur le Président, je voulais vous remercier de l'initiative de cette tenue de table ronde et la qualité et la complémentarité, et j'ai presque envie de dire la synergie des intervenants. C'est rassurant. C'est rassurant à bien des égards. J'ai écouté aussi avec précision. C'est pas, voilà, chacun avait des apports spécifiques, mais la mise en pratique exprimée par un agriculteur, Didier Marteau, et qui nous laisse espérer de belles perspectives. Moi, je suis comme mon collègue Jérôme Bignon. N'est-ce pas l'embryon de ce qu'on devrait créer, l'équivalent d'un GIEC? Parce que ces problèmes, bien entendu, c'est important que la France s'en empare, mais un peu d'humilité, beaucoup d'ambition. Nous représentons 0,6% des terres arables mondiales. Donc il faut vraiment, si on veut réussir cette transition et peut-être engager une rupture technologique, comme l'a dit le directeur de l'INRA, il faut qu'on porte l'affaire même au-delà du niveau européen. Parce que les uns et les autres l'ont dit, derrière ces questions-là et la façon de pratiquer l'agriculture, c'est des distorsions de concurrence qui sont flagrantes si il n'y a pas une harmonisation et des règles communes. Je rappelle aussi que
les enjeux pour les prochaines décennies, compte tenu de la croissance démographique, compte tenu de l'évolution climatique, la raréfaction des terres agricoles, il faudra malgré tout trouver 70% d'augmentation de production alimentaire. Donc, de vrais défis. Et c'est important de démontrer, comme l'a fait Didier Marteau, que ce n'est pas de nouvelles pratiques ne sont pas incompatibles avec la rentabilité. Il faut avancer sur ce plan-là. Accepter l'expérimentation, laisser le temps au temps pour, après l'expérimentation, la vulgarisation. Je crois qu'il faudra continuer à avancer dans ce domaine-là en acceptant ce postulat. Comme pour l'humain, les plantes auront besoin, à certains moments de leur existence, de médication. Il faut l'accepter comme tel et donc en prendre parti et organiser les choses dans ce sens-là. Je voudrais aussi qu'on puisse ne se priver d'aucune investigation et notamment la recherche à partir des OGM qui peuvent être a priori prometteurs, consommatrices de beaucoup moins d'eau, consommatrices de beaucoup moins de produits pharmaceutiques et finalement avec des niveaux de productivité intéressants. Je crois que voilà, ces recherches, il ne faut pas les arrêter. Et je souhaite aussi qu'on ait toujours présent à l'esprit que tout cela, ces nouvelles pratiques, et c'est aussi des coûts de production un peu différents. À quel niveau le consommateur est prêt à payer ce qui résulte de la production agricole, c'est-à-dire son alimentation. Et je remercie aussi d'avoir dit que les premières victimes d'un usage incontrôlé, peut-être des produits phytosanitaires, ce sont ceux qui les mettent en œuvre, c'est-à-dire les agriculteurs. Merci. Dernier intervenant inscrit, Monsieur Bigot. Oui, merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais remercier également les intervenants pour la qualité de leurs propos et la complémentarité de leurs interventions. L'INRA et l'ANSES ont récemment communiqué sur les produits de biocontrôle, et notamment hier dans un grand quotidien du soir. Ces organismes identifient la lutte biologique comme étant l'outil le plus prometteur comme alternative aux insecticides tels les néonicotinoïdes qui seront interdits à partir du 1er septembre. Pourtant, le recours au biocontrôle ne représente que 5% du marché à l'heure actuelle. La difficulté, c'est de faire en sorte que les agriculteurs, dont il ne s'agit pas de les mettre en cause, puissent accompagner ce mouvement. Vous avez indiqué tout à l'heure, Monsieur Mauguin, que par exemple pour convertir le vignoble, il faudrait environ 18 ans pour arriver à avoir un vignoble qui permette de produire avec les exigences environnementales qui sont aujourd'hui attendues. C'est d'autant plus vrai qu'on va examiner bientôt le projet de loi Egalim. De nombreux amendements nous parviennent pour améliorer l'information des consommateurs. Ces derniers sont inquiets pour leur santé, celle de leurs enfants, sachant qu'ils voudraient connaître notamment le traitement qui a été infligé aux fruits et légumes qu'ils consomment. Donc malgré tous les plans qu'il y a de réduction d'usage d'intrants, les volumes ne baissent pas en France, comme le confirme Eurostat. 66 000 tonnes en tout, soit 2 kilos à l'hectare, ça ne baisse pas en moyenne. Et aujourd'hui, il y a véritablement, j'allais dire, une convergence des luttes, à la fois entre les producteurs, M. Marteau l'a bien indiqué tout à l'heure, hein, les agriculteurs souhaitent s'engager dans une agriculture de type raisonné, mais le consommateur aussi souhaite savoir ce qu'il a dans son assiette. Donc on arrive à un moment de l'histoire où véritablement il faut saisir cette occasion, y compris en regardant toutes les contraintes économiques qui parfois s'imposent à nous. Vous avez parlé tout à l'heure, monsieur le représentant du ministère, du plan Ecophyto 2. Je voudrais savoir quels sont, si vous pourriez nous apporter quelques précisions, parce qu'à l'heure actuelle, on a un certain nombre de signaux contradictoires sur ce plan éco-phyto et de la volonté du gouvernement de s'engager dans une démarche environnementale. Je ne veux pas faire l'exégèse des déclarations d'un certain nombre de députés qui ont des vagues à l'âme par rapport à l'orientation que prend ce gouvernement, notamment sur le plan écologique. Je vous remercie. Merci beaucoup de toutes ces questions. Je crois que beaucoup de sujets ont été évoqués, auxquels vous allez
maintenant certainement répondre, mesdames et messieurs. On peut peut-être commencer par faire un point sur deux sujets qui me semblent particulièrement d'actualité. C'est premièrement la question du rapport de l'ANSES relatif aux néonicotinoïdes et aux alternatives éventuelles, sachant que le gouvernement est susceptible de prendre des arrêtés pour accorder quelques dérogations à cette interdiction. Donc ça, je pense que c'est un point d'actualité puisque le rapport est vraiment sorti il y a quelques jours. Et puis autre point qui me paraît aussi particulièrement d'actualité, c'est la question du glyphosate qu'a évoqué notamment Rémy Pointreau, et de la question de savoir bien sûr ce qu'il en est de sa dangerosité et ce qu'il en est des alternatives éventuelles. Donc je vous propose peut-être qu'on commence par ces deux points et puis après vous pourrez balayer l'ensemble des sujets qui ont été évoqués. Qu'est-ce qui veut commencer ? Merci, Monsieur le Président. On va répondre à deux voix. Et puis en incluant probablement un certain nombre de questions, mesdames et messieurs, que vous avez posées et qui sont toutes extrêmement pertinentes. Par avance, on vous prie de nous excuser. On ne répondra peut-être pas à toutes les questions qui ont été posées, mais on va essayer quand même de survoler. Un point absolument essentiel, et on va détailler... Non, mais je vous propose peut-être qu'on reste sur les deux points, et après on refera un balayage général. Mais je pense que c'est important de faire un focus sur ces deux points. Vraiment, pour rester sur l'usage et néonicotinoïdes et introduire ce point, il faut rappeler, je crois, que... ça a été dit, on a une augmentation en fait qui est de l'usage des produits phytosanitaires et on a une diminution du nombre de substances actives disponibles. Et ça va recroiser avec nos conclusions sur le rapport nicotinoïdes. Quand on regarde les chiffres, les substances actives autorisées entre 2008 et 2017, en 8 ans, on est passé de 425 substances actives au niveau européen à 352 en 2017, dont 75 substances actives en biocontrôle. Et en termes d'autorisation de mise sur le marché, en France, on avait 3036 autorisations de mise sur le marché en 2008, on a 1930 en 2017, soit moins 30%, dont 400 AMM biocontrôle, c'est-à-dire 20% d'AMM biocontrôle, alors que ça représente que moins de 5% des usages. Donc il faut se poser des questions. Et simplement sur le biocontrôle, puisque ça revient aux alternatives qu'on va évoquer dans le rapport néonicotinoïdes, nous avons délivré 40 autorisations de mise sur le marché de produits de biocontrôle en 2017. Nous avons eu 17 nouvelles demandes. 17 nouvelles demandes. Pour 156 demandes hors biocontrôle. Donc on voit bien qu'en termes d'alternatives, on est face, en tout cas pour les alternatives chimiques, franchement, à d'abord beaucoup moins d'offres dans la pharmacopée, donc on a moins de substances, moins de produits, et donc les usages augmentant, on utilise plus un certain nombre de produits qui ne sont pas forcément les moins dangereux, et donc on va retrouver évidemment des métabolites plus importants pour un certain nombre de ces substances qui augmentent dans l'environnement. Voilà. Alors, je vais laisser la parole pour commenter, en fait, dans cette perspective, le rapport néonicotinoïdes qui nous a été demandé par la loi APA, peut-être à Françoise. Oui. Toujours brièvement. Hein. Oui, très très brièvement, Monsieur le Président. Donc, ce rapport qui nous était demandé par la loi et qui a fait l'objet d'une saisine des ministères de tutelle portait sur 3 volets. Le premier, c'était identifier les alternatives chimiques et agrochimiques aux usages des néonicotinoïdes. Il y a à peu près 130 usages. On a regroupé 3600 couples produits nuisibles usages en 154 situations différentes. Donc, premier travail, identifier les alternatives chimiques et non chimiques, agroécologiques, physiques, culturales, etc. Deuxième travail, pour les alternatives chimiques seulement, comparer les risques. Les risques pour la santé humaine, les risques pour les abeilles, les risques pour les organismes aquatiques, pour l'eau, pour l'air, etc. Et troisième travail, évaluer l'impact sur l'activité agricole de la suppression des néonicotinoïdes et de la mise en œuvre de ces alternatives. Alors, sur le premier volet, nous avons montré que pour plus de 80% des usages, il existe des alternatives qui sont à la fois chimiques et non chimiques. Et nous avons isolé, identifié des usages pour lesquels soit il n'existe aucune alternative, ni chimique ni non chimique, il y en a 6, soit pour lesquels il existe des alternatives chimiques, mais
une seule substance avec un risque de résistance très élevé, soit des alternatives chimiques plusieurs alternatives chimiques, mais pour lesquelles, qui sont de la même famille, donc même risque de résistance, donc pour lesquelles on est pauvre, très pauvre en alternatives chimiques, et pour lesquelles il n'existe pas de solution agroécologique opérationnelle. Alors un point important, notamment pour les solutions non chimiques, nous nous sommes concentrés sur ce qui nous était demandé, c'est-à-dire regarder ce qui était immédiatement opérationnel, puisque cet avis devait fonder d'éventuelles dérogations. Nous n'avons pas fait de prospective et notamment nous n'avons pas évoqué des usages qui sont en expérimentation très limitée ou qui ne sont pas encore utilisés sur le terrain. Nous nous sommes vraiment concentrés sur ce qui est immédiatement disponible au moment de l'interdiction, c'est-à-dire en 2018, pour l'ensemble des agriculteurs. Donc ce qui peut expliquer certaines frustrations sur le fait que, tiens, n'apparaît pas telle ou telle alternative qui pourrait être prometteuse. Néanmoins, dans nos conclusions, ce que nous disons, c'est qu'aucune méthode n'assure à elle seule une efficacité suffisante pour remplacer les néonicotinoïdes, mais qu'une combinaison de méthodes doit être envisagée dans une approche de lutte intégrée, chimique, non chimique et autres. Et c'est bien ce qui a été dit en introduction par plusieurs des représentants des organismes ici présents. Par ailleurs, nous disons également, nous soulignons le risque de résistance accrue aux autres substances chimiques et nous disons également, et c'est un facteur d'optimisme, que l'exploration de la littérature ouvre quand même des perspectives en matière de recherche, de partage de référentiels et d'accompagnement technique qu'il s'agit maintenant de mettre en œuvre. Bien sûr, nous recommandons d'accélérer la mise à disposition de méthodes alternatives, efficaces et respectueuses de l'homme et de l'environnement pour la protection des cultures. Alors, je ne me suis pas étendue dessus, mais le troisième volet sur l'impact sur l'activité agricole a été très très difficile à mener parce qu'il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de référentiel et très très peu de données, donc nous n'avons pas répondu de façon exhaustive à cette question, mais nous donnons, et nous l'avons fait avec l'aide de l'INRA, de France Agrimer, que vraiment nous devons remercier, nous donnons des pistes et des critères pour approcher l'impact sur l'activité agricole de la suppression, de l'interdiction des néonicotinoïdes. Voilà l'essentiel de ce que nous pouvons dire. Et je vous renvoie à l'avis qui est assez volumineux. Je crois que M. Dehaumont veut intervenir. Merci, Monsieur le Président. Oui, peut-être ajouter quelques éléments de contexte, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup donc, des néonicotinoïdes, de leur interdiction et de la dérogation éventuelle pendant une période transitoire pour gérer les impasses techniques. Alors, c'est vrai que le réveil est difficile aujourd'hui, mais j'ai envie de dire que l'histoire était écrite, parce que ça fait à peu près 5 ans qu'on dit qu'effectivement ces produits-là sont quelque part condamnés compte tenu notamment de leur rémanence et de leur effet sur l'environnement. Alors lorsque l'étude de l'INRA en 2012 était sortie sur le thiaméthoxam, cela avait fait beaucoup de bruit. La France effectivement était partie un petit peu seule au niveau européen pour interdire le thiaméthoxam et a poussé l'Europe pour que des études complémentaires soient réalisées. Les études ont été faites et aujourd'hui le résultat c'est quoi? C'est que au-delà de la loi sur la biodiversité qui nous amène à retirer en France les néonicotinoïdes, aujourd'hui l'Europe vient de retirer 3 molécules néonicotinoïdes. Donc c'est un point important. On voit bien que la France a été peut-être un peu en avance au niveau scientifique, mais on a emmené l'Europe avec nous. Et puis il en existe d'autres qui ne sont pas encore dans la liste, mais je pense par exemple au thiaclopride, qui est très utilisé sur maïs, mais il faut savoir que ce produit est cancérogène et perturbateur endocrinien. Donc comment envisager des dérogations, quand bien même il y aura une impasse technique avec de telles molécules. Voilà, donc je voulais insister sur ces points-là parce que nous sommes au pied du mur, c'est vrai, c'est très compliqué pour les agriculteurs sur certaines productions, mais il faut reconnaître que la délivrance de dérogations tel que c'est prévu dans la loi sur la biodiversité va être complexe puisque certaines molécules sont retirées au niveau européen d'ores et déjà et d'autres peuvent avoir des effets toxiques très significatifs. C'est ce que je voulais souligner. Merci Monsieur Mauguin. Oui, alors sur la partie alternative au glyphosate, je le disais, on a été chargé dans un délai court puisqu'on a eu un mois pour le réaliser, de faire en mois de novembre une synthèse pour les 4 ministres agriculture, environnement, santé, recherche sur les alternatives, les usages et les alternatives au glyphosate dans l'agriculture française. Donc les 9200 tonnes de glyphosate qui sont utilisées par l'agriculture française d'après les données 2016 ont été un peu passées au crible dans ce temps court pour essayer de comprendre à chaque fois quel type d'usage, quelle culture,
pourquoi faire et quelles sont les alternatives existantes. De façon très simplifiée, parce que je vous renvoie évidemment, on pourrait y revenir si vous le souhaitiez, au rapport qui est public depuis qu'on l'a rendu et à sa synthèse. On a pu montrer qu'il y avait des alternatives existantes dans un certain nombre de cas, des impasses aussi. Qu'est-ce qu'on appelle impasse? Et les impasses, c'est quand on n'a pas pu trouver de solution autre que le désherbage manuel. On a considéré que c'était une impasse et ça représente les situations d'impasse technique totale. Au moment où on a rendu le rapport, 15% des volumes de glyphosate consommés. Et donc on retrouve là-dedans une forme d'agriculture qui a beaucoup d'intérêt par ailleurs, l'agriculture de conservation des sols, qui fait notamment du semis sous couvert, qui intervient très très peu sur les sols. Donc on n'a pas, dans ce schéma d'agriculture, la possibilité de faire du désherbage mécanique ou de l'enfouissement par le labour. Donc il faut trouver des alternatives. C'est le gros des volumes. Il y a le cas particulier de l'agriculture et notamment de la viticulture en terrasse, où il est très difficile d'intervenir de façon mécanique, donc il faut trouver d'autres solutions. On a le cas de figure aussi des cultures légumières et des cultures de semences qui ont des cahiers des charges extrêmement précis qui interdisent toute mauvaise herbe. Et pour les cultures légumières, on pense au risque d'atura, au risque de mauvaises herbes qui ont un caractère de toxicité. Donc ça, c'est à peu près 10 à 15% donc des volumes de glyphosate où il y a une vraie impasse. Sur les autres, on ne peut pas dire qu'il y a une impasse. Il y a des solutions qui existent, qui peuvent être du désherbage mécanique. On a parlé d'accepter, de maîtriser l'enherbement interrang en viticulture, ou dans les noyers en l'occurrence, mais ce qui est vrai pour les noyers peut être vrai aussi en viticulture, et d'avoir aussi une plus grande utilisation des couverts végétaux. Par contre, ce que montre le rapport, c'est que ce n'est pas une seule solution. Il n'y aura pas une solution. Je le redis, comme je l'ai dit à l'Assemblée nationale, il ne faut pas se bercer d'illusions. Il n'y a pas le glyphosate est un herbicide total extrêmement efficace qui est depuis dans le domaine public, qui est bon marché, c'est pour ça qu'il a été beaucoup utilisé. Ça fait depuis 1974, toutes les grandes entreprises multinationales cherchent des alternatives, elles n'en ont pas trouvé. On ne veut pas vous raconter d'histoire, là, lever toute ambiguïté s'il y en avait, on ne va pas trouver une solution qui s'appliquerait à toute l'agriculture française dans les 3 ans. C'est pas ça. Le message de la recherche, c'est qu'il y a des alternatives qui sont mobilisables et qu'il faut combiner. Et ça a été dit aussi par notre collègue Didier Marteau, avec à chaque fois des approches différentes selon les territoires, selon les régions, selon les systèmes. Et la question qui se pose pour ce bloc-là, c'est combien ça coûte et comment on fait. Et il me semble que c'est ça le message aujourd'hui et qu'on peut porter à la fois la recherche, les instituts techniques, les chambres d'agriculture avec les pouvoirs publics et la profession, c'est comment on met en place concrètement des trajectoires pour chacun des systèmes de production qui permettent, si possible dans les 3 ans visés, et c'est ça qu'il faut tester, c'est possible ou non, des solutions alternatives. Et nous, en parallèle, donc on est prêt à appuyer ça sur la base du rapport de façon en mobilisant tous nos chercheurs et nos unités expérimentales avec les instituts techniques, avec la PCA, puisqu'on a créé cette cellule recherche, innovation, transfert. Pour la première fois en France, on va essayer de bosser ensemble dès la conception entre l'INRA, les chambres d'agriculture, les instituts techniques, mais on travaille aussi sur les impasses. Donc qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution pour l'agriculture de conservation des sols? Parce que les agriculteurs engagés en conservation des sols sont effectivement un peu interpellants, parce qu'ils disent, nous, on a des solutions qui sont bien pour les sols, on a parlé des vers de terre, on pourrait parler des carabes, et toute la couverture des sols est utile pour la vie du sol, la microbiologie, mais comment on fait si on n'a plus de glyphosate à un moment donné? On a tenu cette semaine un séminaire de travail avec plus de 180 agriculteurs et chercheurs qui ont travaillé ensemble sur cette problématique. Quelle piste? Et donc on sera amené à travailler là-dessus, à revenir vers les pouvoirs publics pour faire probablement des propositions. Merci. Je crois que Mme Brûlé voulait intervenir. Je voulais de façon très courte poursuivre la synergie entre nous que vous avez évoquée. Je vous remercie d'en avoir fait le constat, parce que c'est important pour nous que nous donnions le sentiment d'avancer tous ensemble. Moi, je voulais juste compléter en disant que ma vie d'être humain et ma vie professionnelle a été bercée par la recherche de la nouvelle bonne solution. Comme je l'ai dit dans mes propos liminaires, alors bien longtemps avant ma naissance, le DDT a été découvert et c'était la solution pour mettre fin à des usages de produits extrêmement toxiques à l'époque.
l'époque, puisque les agriculteurs utilisaient du cyanure, du mercure, c'était insupportable pour le monde agricole. Donc le DDT a été une solution extraordinaire jusqu'à son interdiction en 62. La date a été rappelée par certains d'entre vous. Suite à cette solution qui s'est avérée non efficiente, on a eu des développements d'organophosphorés, d'organochlorés qui se sont eux aussi révélés finalement non compatibles avec l'exigence de la société en général. Les pyréthrinoïdes sont arrivés. Les pyréthrinoïdes, c'était aussi une solution extraordinaire puisque basée sur une substance naturelle issue d'un géranium. Donc les pyréthrinoïdes étaient une solution extraordinaire jusqu'au moment où on s'est rendu compte qu'ils étaient extrêmement toxiques sur la faune aquacole. Et en matière d'insecticides, le champion qui a suivi les pyréthrinoïdes s'appelle néonicotinoïdes, dont on vient de parler abondamment ce matin. Donc évidemment, aujourd'hui, quelle que soit notre excellence de la recherche, nous ne sommes plus dans un monde où la solution unique est possible. Nous sommes dans un monde systémique, vous l'avez dit les uns et les autres, et la solution, à mon sens en tout cas, n'est plus accessible uniquement en matière de réponse technologique. Et certains d'entre vous ont évoqué la puissance de la biodiversité pour accompagner le développement de nos sociétés. Nous devons aussi absolument mobiliser autant la recherche sur ces solutions que je vais qualifier de purement technologiques et sur les solutions qu'apportent les écosystèmes. On a évoqué les vers de terre, on évoquera peut-être tout à l'heure, si j'ai le temps de répondre à la question sur la gestion quantitative, les zones humides. Nous avons des outils écosystémiques qui sont d'une puissance extraordinaire. Comme l'a dit Patrick de Haumont, on est au moment où il faut choisir. Le choix est dur, mais pour revenir, si vous me le permettez, sur ma vie personnelle, j'ai fait mes études à l'Institut national agronomique de Paris-Grignon. Je tairai ici l'année de mon entrée dans l'école, mais ça fait plusieurs dizaines d'années. Et c'était au siècle dernier, merci Patrick. Et tous mes cours portaient sur la lutte intégrée. Tous mes cours. Donc les solutions, elles existent. Elles sont difficiles, elles sont compliquées, et c'est ce qui est compliqué pour le monde agricole. Et Didier Marteau nous aide beaucoup à porter cette parole de l'acceptation de la complexité. Nous venons d'un monde simple. On a demandé au monde agricole de produire de façon simple et efficace après la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, nous demandons au monde agricole de produire de façon compliquée. Donc c'est normal qu'il y ait des résistances au changement, mais nous sommes tous là, vous êtes là, pour qu'on donne ce signal au monde agricole que bien sûr, nous sommes là pour l'accompagner et nous en avons tous besoin. La société a besoin de ça. Alors, le monde agricole, justement, M. Marteau souhaitait la parole et je lui propose, dans la foulée, d'enchaîner sur les autres sujets sur lesquels il souhaite s'exprimer. J'ai noté 8 questions, je vais répondre court. Il faudra du temps, malheureusement encore du temps, ça ne se fait pas comme ça s'est toujours fait dans le monde agricole par l'observation. Aujourd'hui, je considère qu'un tiers des agriculteurs sont déjà engagés. Un tiers regardent avec beaucoup d'attention et un tiers ne sont pas prêts à partir. Donc c'est à nous de convaincre. Le deuxième point, c'est qu'on a quand même une qualité au bout, même pour du blé. J'ai 8 contrôles quand je vide ma benne de blé. Le PS, l'humidité, les maladies organoleptiques, les protéines, etc. Et à chaque fois, bien sûr, c'est des moins, c'est pas des plus. Alors sur les produits en plus comme la pomme, la poire, c'est sanction immédiate. Si jamais vous avez une tâche, malheureusement, c'est pas encore. Donc là, d'où l'intérêt de bien les cahiers des charges. Encore des cahiers des charges très stricts, vous êtes obligés. Sinon, de toute façon, ça passe pas. Et quelquefois, c'est rédhibitoire, c'est même pas du tout recevable au niveau de la commercialisation. Sur un autre point, c'est le fonds d'indemnisation. Moi, madame, je préfère qu'il n'y ait pas de victimes. Et je me bats tous les jours pour ça. Sensibiliser les agriculteurs. On n'a pas été sensibilisés à mon époque, il y a 40 ans. Malheureusement, on n'avait aucune formation sur le risque. J'ai utilisé du glyphosate, du DDT, mais pas que moi. Le DDT pour les poux, pour les enfants. Le glyphosate, on nous a dit que c'était un produit, on pouvait même traiter dans l'eau. Il n'avait pas de taxe au départ. Je ne sais même pas s'il en a une aujourd'hui encore. Alors il faut remettre aussi, et quand on parle de tonnes, j'ai fait le calcul dans mon département, j'ai les détails, c'est 1 litre à l'hectare pour l'agriculteur, même pas. Parce qu'on s'apprend aussi à ne pas utiliser. Mais derrière, ça va être du fuel. Attention, il va falloir que je passe du désherbage, du binage. C'est-à-dire que le bilan carbone, je ne suis pas sûr qu'il soit aussi bon que ça.
Pour vous donner aussi la difficulté, la réduction des molécules qui vient d'être donnée, pour moi, je ne sais pas si c'est une bonne chose, comme les OGM. Je me suis battu longtemps pour les OGM, pas pour la quantité, pour avoir des résistances naturelles, des solutions. Et aujourd'hui, la réduction de molécules, ça veut dire qu'on va utiliser de plus en plus les mêmes molécules. Résistance, quantité augmentée. Donc attention, à chaque fois qu'on fait un choix, on a fait venir des coccinelles asiatiques. Elles ont bouffé les coccinelles françaises, il n'y en a quasiment plus. Vous voyez, des équilibres en permanence. On essaie de... Sur le 4e point, c'était le conseil. Et c'est important le conseil, séparation du conseil, etc. Moi, je ne veux pas, parce qu'on va me dire, mais les chambres sont tout gagnants, parce que bien sûr, on n'a pas d'intérêt de vente. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il faut aussi reconnaître, il y avait des commerciaux qui étaient intéressés à la vente. Aujourd'hui, c'est plutôt la qualité qui est en jeu. Et donc, les organismes économiques font et veulent de la qualité, parce qu'eux, ils ont un marché derrière. Prendre un exemple tout bête, le bio, même le bio. Aujourd'hui, Carrefour qui se fait le chantre du bio. J'avais un copain qui représente à peu près un groupe 10% du marché bio de la salade dans le sud, Nîmes, Chardon, Dominique Chardon, pour le citer, qui a été secrétaire général de la PCA. Il me dit, je viens de perdre mon marché avec Carrefour parce qu'ils sont partis en Espagne acheter. J'interroge les Espagnols. Il n'y a pas de problème, c'est le même règlement, à part qu'ils n'ont pas de contrôle. Ils n'ont pas de contrôle. Et j'ai un agriculteur de carottes chez moi qui va en Espagne faire la moitié de sa production parce qu'il me dit, moi je suis tranquille là-bas, je peux les produire, je n'ai pas de contrôle. Vous voyez tout ça. Les importations, on nous dit qu'il ne faut pas d'OGM, mais tous les matins ils rendent du soja à OGM. On vient d'autoriser de l'huile de palme, alors qu'on ne devrait pas. Enfin, excusez-moi. Et je peux vous en citer des comme ça en permanence. La distorsion de concurrence est grave et est en train de mettre l'agriculteur en difficulté. Moi, je suis en train d'obliger de fermer une usine chez moi de diester parce qu'on va autoriser une usine de palme à 7. Dernier point, c'est sûr, madame, puisque vous avez parlé d'un produit sur... Ah oui, le fipronil. Le fipronil, un bon exemple. On nous l'interdit, on ne l'utilise plus à peu près depuis 7-8 ans. Mais malheureusement, ce n'est pas le problème de l'alimentation. Le fipronil est toujours autorisé sur les colliers de chats et de chiens. Donc, en termes d'utilisation et de risque, croyez-moi, à chaque fois que les enfants caressent un animal qui a un collier, il a bien plus de risques même que dans son alimentation. Parce que... Et là, il faut aussi être cohérent. Et puis, les oiseaux, la perte de biodiversité. Oui, il y a eu des problèmes. Moi, j'ai utilisé des colorants nitrés, j'avais les mains toutes jaunes. Et il n'y avait plus de vers de terre. Croyez-moi, ça faisait mal. On a trouvé des solutions, maintenant on a des produits, honnêtement, je pense qu'ils sont bien respectueux, bien mieux respectueux aujourd'hui de la faune et la flore. À tel point que j'ai pu, je l'ai fait avec un peu de sourire, puis ça va vous faire rire aussi, j'avais 3 cerisiers, je n'en ai pas récolté une seule parce qu'ils ont tous été bouffés par les oiseaux. Donc il y a encore un peu d'oiseaux. Autre exemple, on a du mal à faire pousser du tournesol. On a du mal à faire pousser du tournesol parce que le problème, justement, c'est les oiseaux qui bouffent le tournesol, la graine dans le sol. Et c'est un réel problème, on n'arrive pas à le régler parce qu'on n'a plus de produits. Il y a encore trop d'oiseaux. On n'a plus de produits répulsifs. Monsieur Jacquin. Voilà. Et c'est terminé, Monsieur Marteau. Outre-mer, parce que c'est important, elle fait partie, et en permanence, lorsque dans les fermes éco-phyto, et je finirai là-dessus, pourquoi 3000 ? Parce que ça a été un objectif. Et avec les 3000, on est fait. Mais on a différents progrès, différents niveaux. Je pourrais vous les donner. Ce n'est pas unilatéral. Il y a ceux qui en étaient beaucoup plus, c'est l'outre-mer. On a fait des progrès de 35% de réduction sur les filières d'outre-mer. Donc ils sont déjà dans le groupe. Et c'est compliqué. Et la filière la plus simple, on peut dire, c'est les grandes cultures, mais celle qu'on utilise le moins. On a une diminution de 15%. Et puis après, c'est différent selon les filières. Mais ce qui m'intéressait, ce qui nous intéressait, j'étais un des promoteurs de dire 30 000, 300 000 agriculteurs aujourd'hui. 30 000, c'est 10%. On était à 1, on veut passer à 30. Je regrette que sur ce dossier-là, on n'ait pas suivi ma proposition. Et à chaque fois, j'en ai fait beaucoup de propositions, parce que c'est mon style. Je ne suis pas là pour critiquer, je suis là pour faire des propositions. Et 30 000, il fallait qu'il y ait un cadre général. Il n'y a pas eu de cadre. C'est les agences qui gèrent. Nous, on n'est plus dans le coup, malheureusement. Les chambres, on peut faire que la promotion. C'est les agences qui gèrent. Il n'y a pas eu de cadre national, ce qui fait que c'est parti dans tous les sens et on ne sera pas au rendez-vous. On ne sera pas au rendez-vous, malheureusement. On doit être à 5 000 et on avait 5 ans pour arriver à 30 000, bon, on n'y sera pas, mais ce n'est pas grave, on a quand même enclenché un processus, c'est-à-dire que, voilà, développer des systèmes de réduction avec des groupes, et j'insiste beaucoup, des groupes qui s'engagent sur une thématique pour réduire les phytos avec des solutions alternatives, et c'est comme ça qu'on fera évoluer l'agriculture. Voilà, modestement. Merci, Monsieur Dehaumont, donc pour les autres questions sur lesquelles vous vouliez répondre. Très rapidement, peut-être, pour répondre à la question sur le plan éco-phyto, on m'interrogeait sur la question de les résultats sont contradictoires. Alors, c'est vrai que les résultats sont partagés, parce qu'en fait, les critiques se sont fait jour au motif justifié que l'un des objectifs, qui était la réduction
quantitative de l'usage des produits phytosanitaires n'était pas atteinte par rapport à l'objectif fixé. Alors après, la question se pose de l'objectif, est-ce qu'il était pertinent, etc. Mais toujours est-il que l'objectif n'a pas été atteint. Moi, ce que je dirais, c'est qu'il y a quand même eu beaucoup de choses qui ont été faites dans Ecophyto 1 et engagées aussi dans Ecophyto 2, par la protection des agriculteurs, de la recherche, le traitement des DOM, hein, c'est un point important, les fermes défis. Donc, moi, je dirais qu'il y a beaucoup de points très positifs et des actions de communication aussi vers les professionnels dans Ecophyto. Alors, ce qu'il faut, c'est qu'effectivement, en combinant l'ensemble des actions, en développant la recherche, en travaillant encore plus avec l'INRA, on puisse avancer sur les méthodes alternatives pour limiter l'usage des produits phytosanitaires, parce que c'est vrai que la réduction d'usage n'est pas au rendez-vous, et ce que l'on cherche à réduire, c'est bien les usages et les impacts. Mais je pense très sincèrement que la réduction des impacts a été pour partie atteinte avec ce plan Ecophyto, mais il faut que l'on continue dans ce sens-là. Sur une question concernant les abeilles, que fait-on pour les abeilles? Parce qu'effectivement, il y a une baisse des colonies, des populations d'abeilles. Le sujet est vraiment extrêmement compliqué. Il est probable que les produits phytosanitaires ont une responsabilité très importante. Peut-être aussi d'autres produits chimiques, les pesticides en général. Mais aussi, voilà, et je voulais y venir, mais aussi les pratiques des apiculteurs, et on y travaille avec l'ensemble des filières apicoles, parce que il y a des pathologies dans les ruches en fonction de la conduite sanitaire du rucher, et des produits, des médicaments sont utilisés, et parfois des produits qui n'ont même pas l'autorisation de mise sur le marché, et donc ça pose une difficulté. Et puis les apports de génétique, lorsqu'on achète des rennes en Asie qui n'ont pas toutes les garanties sanitaires, on peut introduire des pathologies. Lorsqu'on achète des cires qui ont été frelatées, et nous avons des enquêtes en cours sur le sujet, avec des paraffines, eh bien, il y a une intoxication des abeilles. Donc on voit que c'est un sujet extrêmement compliqué. Il est compliqué de faire évoluer les modèles agricoles, il est compliqué aussi de faire évoluer certains modes d'élevage, et l'apiculture est un mode d'élevage, et c'est quelque chose de vraiment complexe. On a mis en place un observatoire spécifique des mortalités d'abeilles, parce qu'il y a les mortalités aiguës, mais il y a aussi les mortalités chroniques, et les pertes de population, et ça c'est beaucoup plus compliqué à investiguer que les mortalités aiguës. Et puis il y a un certain nombre de sujets de recherche et d'évaluation. Nous avons saisi l'ANSES très récemment pour revoir l'arrêté qui s'intéresse, l'arrêté ministériel qui s'intéresse à la protection des abeilles, et donc il y a un travail en cours sur ce sujet. Et puis sur la séparation de la vente et du conseil, et je m'en arrêterai là, effectivement c'est un point qui nous paraît vraiment essentiel pour mieux structurer le conseil stratégique annuel qui est donné aux agriculteurs, qui avait été d'ailleurs prévu dans la loi d'avenir. Il faut que ce conseil-là soit indépendant. Didier Marteau l'expliquait à l'instant. Nous avons besoin de conseillers indépendants pour proposer les solutions alternatives, mais avec une appréhension globale et systémique de l'exploitation. C'est l'ensemble des cultures, l'ensemble des rotations, c'est l'environnement de l'exploitation qui doit aider, qui doit nous amener à aider les agriculteurs effectivement à faire évoluer le modèle. Et il faut faire du collectif, parce qu'il y a aussi un sujet assurantiel et de risque de perte de production. Et il y a ensuite les autres conseils de préconisation, de sécurité, qui là, à mon sens, n'ont pas forcément vocation à être pris en compte dans le cadre de la séparation de la vente et du conseil. Donc c'est un outil qu'on considère comme étant important pour améliorer effectivement l'évolution des modèles, en le combinant avec d'autres mesures comme Pardon. Alors, le modèle technique doit être construit parce qu'il faut les méthodes alternatives, la façon d'appréhender et d'auditer l'exploitation, il faut des conseillers. Alors aujourd'hui, il y a des conseillers dans les chambres d'agriculture, c'est une des pistes. Il y a aujourd'hui des conseillers indépendants, en faible nombre, mais cela existe. Il n'y a pas que des conseillers dans les entreprises de négoce agricole ou dans les coopératives. Donc effectivement, il va nous falloir quelques années pour faire évoluer le modèle, pour que ces conseillers aient la formation, les méthodes, la reconnaissance et soient indépendants de l'activité de vente. Et pour éviter, alors bien sûr, c'était évoqué, il peut toujours y avoir une fraude ou une dérive, mais en fait, l'idée c'est bien qu'il y ait une séparation capitalistique entre les vendeurs et les conseilleurs pour limiter effectivement cette influence, et normalement il n'y a pas à avoir de filialisation pour le conseil à partir d'une entreprise qui vend des produits phytosanitaires. Voilà, je m'arrête là à ce stade, mais on est à votre disposition pour compléter bien entendu ultérieurement. Merci madame, je vous laisse continuer. Merci Monsieur le Président. C'est très très difficile de vous répondre à tous, tant la diversité des questions, les angles d'attaque sont différents et riches. Alors je vais essayer dans un peu de temps. Je gagne 1 minute tout à l'heure. Je pense que je vais la gaspiller tout de suite. Je vais être obligée de commencer par rompre la belle alliance avec Didier Marteau. Et je m'en excuse auprès de lui tout de suite parce que je dois vous dire qu'il y a un encadrement de la mobilisation des aides sur les territoires. Les agences de l'eau ne font pas ce qu'elles veulent.
Les agences de l'eau sont à la disposition et sont au service des feuilles de route régionales, puisque la circulaire du 1er janvier 2016 demande aux services de l'État, avec les parties prenantes, dans le cadre des commissions agroécologie, de rédiger des feuilles de route régionales pour décliner dans les territoires les grands enjeux nationaux. Comme on l'a tous dit, et vous en êtes les premiers représentants, les territoires sont tous différents. Et évidemment, la solution n'est pas la même quand on est dans le vignoble du Sud et dans le vignoble du Nord, ou dans la culture de maïs en silage de l'Ouest et dans les pommes de terre des Hauts-de-France. Donc ces solutions, elles doivent être adaptées au territoire, et on a demandé, au travers de cette circulaire, la feuille de route régionale. On a demandé ensuite aux agences de l'eau, dont le ministère de la Transition écologique et solidaire assure la tutelle, de mettre ces crédits au service de ces feuilles de route régionales. Que vous dire? Que ces feuilles de route régionales, elles ne sont pas à la hauteur de l'enjeu, parce que c'est difficile de bouger. Les feuilles de route régionales, et on pourrait vous les communiquer, en gros, pour un certain nombre d'entre elles, elles disent faisons comme avant et changeons un tout petit peu. Philippe Mauguin, tout à l'heure, a parlé de moments de rupture technologique. Nous sommes effectivement à un moment de rupture de la dynamique territoriale. On ne peut plus faire comme avant en changeant un petit peu. On doit vraiment changer de route. Et nous avions l'illusion de croire que ces feuilles de route régionales écrites avec les parties prenantes, dans les yeux entre les parties prenantes, que ce soit les parties prenantes du côté des OPA, des professionnels agricoles et des partenaires plutôt représentant les consommateurs ou les partenaires représentant les organisations non gouvernementales, allaient produire des choses suffisamment riches et nécessitant des moyens pour que les agences de l'eau puissent mobiliser les 30 millions supplémentaires qui avaient été acquis grâce à l'augmentation de la redevance pour pollution diffuse. Les agences de l'eau ont mis en œuvre 20 millions d'euros sur ces 30 millions, c'est vrai, on était déçus, mais avec ces 20 millions d'euros, elles ont répondu à la totalité des projets qui leur ont été soumis. Donc elles ne pouvaient pas donner de l'argent à des gens qui n'en ont pas demandé. Donc on est vraiment là maintenant, et la loi EGA renforcera ce signal. On est maintenant dans ce moment de rupture des dynamiques territoriales. Les territoires sont extrêmement innovants. Enfin, voilà, c'est quelqu'un de l'administration centrale qui le dit, et je ne dois pas vous le dire parce que vous le savez bien mieux que moi. Ces territoires sont innovants, les agriculteurs, et Didier Marteau le dit souvent, sont très innovants. Il faut que ces retours d'expérience fassent florès, il faut qu'on les valorise. Je l'ai dit dans mes propos liminaires, les sciences humaines et sociales nous montrent à quel point le changement est difficile, et il est difficile à cause du regard de l'autre. Vous le savez tous, quand un agriculteur laisse un tout petit peu d'adventice dans ses champs, tout le village est au courant qu'il a raté son passage herbicide. Donc il faut que ce regard change. Et c'est pour ça que le travail entre pairs est absolument essentiel. Monsieur Huret, vous avez l'air oui, contrarié. J'écoute avec beaucoup d'attention ce que vous dites, madame, et je lis vos productions régulièrement. La rupture brutale, pas quand on travaille avec le vivant et quand on serait le seul pays à le faire. Parce que les conséquences sont trop fortes. Je mets en perspective les problèmes d'alimentation et de baisse brutale de production. Donc, quand on travaille sur le vivant, et vous le savez mieux que d'autres, il faut travailler progressivement. Le paysan, c'est quelqu'un qui est allé à l'école de la patience, de la vie, de la nature et des saisons. Et donc, avant de récolter le blé, il faut le semer, il faut le soigner et il faut le protéger jusqu'à la récolte. Donc, oui, une rupture brutale, à condition qu'elle s'applique à tout le monde et à tous les pays producteurs, mais attention au problème de la famine. Voilà. Alors, pour que mes propos ne soient pas ambigus, j'ai bien parlé de rupture brutale dans l'accompagnement du monde agricole. Mes propos, je crois, est porté là-dessus. Terminez alors vos propos, voilà. Mme Brunet, parce qu'on a encore donc la question, et merci de me faire rebondir là-dessus, parce que la question est bien qu'on y aille ensemble. Je l'ai dit aussi dans mes propos liminaires, il y a une responsabilité des collectivités territoriales, mais la loi EGA prévoit des dispositifs pour acheter ces productions de meilleure qualité et moins impactantes sur l'environnement. Donc c'est bien ensemble qu'on doit y aller. Et je pense que certains d'entre vous ont parlé de ce problème de place de leader. Je pense que la France a les capacités en recherche, innovation, développement et avec ses forces territoriales d'être le leader de la résilience, et ça me permettra de répondre à la question du bassin Adour-Garonne. Oui, le bassin Adour-Garonne est dans une impasse. Une impasse en matière d'eau, c'est tout de suite et maintenant. Le plan d'adaptation au changement climatique montre que
il y a à très court terme un déficit de 1 milliard de mètres cubes d'eau. C'est inaccessible à la construction unique, à la solution unique qui serait la retenue. Donc on a bien une obligation en matière d'eau, comme en matière de phyto, comme en matière de nitrate, comme en matière d'énergie, d'avoir un mix de réponses. Et je sais que le président Valvy est très attaché à la construction de retenues, mais ça ne peut être dans ce cas comme dans les autres qu'une solution parmi toutes les autres. Très bien, merci beaucoup. Alors, je vais donner la parole à Monsieur Mauguin. Monsieur Pointreau m'a fait remarquer que vous n'aviez pas répondu à sa question sur le caractère cancérigène ou non, et Monsieur Jeunet non plus du glyphosate. Donc, ça va être l'occasion pour vous d'être plus clair, messieurs, sur cette réponse attendue. Et je vais demander à Didier Mandelli de me remplacer pour terminer cette réunion, parce que j'ai une contrainte horaire, donc je vais le laisser présider la fin de la réunion. Je vous donne tout de suite la parole et j'en profite pour vous remercier, mesdames et messieurs, d'avoir participé à cette réunion. Merci, monsieur le Président. Peut-être attendre du coup qu'on fasse la... Non, c'est bon, je démarre. Alors, sur la question de... Moi, j'ai répondu sur les alternatives au glyphosate. Au-delà de ce que j'ai compris de la littérature scientifique, l'INRA n'est pas en charge dans ce pays, et tant mieux, de l'expertise sur les caractères cancérigènes. Donc c'est Roger Jeunet qui répondra. Sur la question posée par le sénateur Medevielle et le sénateur Bizet, la question des new breeding techniques, qui est effectivement les nouvelles biotechnologies, CRISPR-Cas. C'est une technique qui a été notamment développée par une chercheuse française, même si elle est maintenant sous des brevets qui sont portés par des universités et des entreprises américaines, qui présente effectivement beaucoup d'intérêt. Dans un certain nombre de cas. Je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est l'arme absolue. Il faut se méfier des réponses parfois, mais nos amis anglo-saxons peuvent être un peu comme ça. Par contre, c'est un outil qui est intéressant. Donc, nos chercheurs, je l'avais dit lors d'une audition il y a 2 ans à l'Assemblée au Sénat, nos chercheurs à l'INRA mobilisent ces techniques. Donc, la recherche française n'est pas en retard. Après, dans quel cas c'est utile? Pas partout. Mais c'est vrai que la précision et la rapidité de l'insertion d'un gène ou de la modification de l'expression d'un gène, quand on a beaucoup de caractères à faire évoluer en même temps, on prend un exemple d'une plante qui a beaucoup de ravageurs et sur lesquels on pourrait mobiliser beaucoup de gènes de résistance. Le faire par les techniques traditionnelles d'hybridation est possible, mais prendra du temps. Donc la question qu'on pourra se poser, et certainement ça sera un élément de débat public important, peut-être controversé, c'est entre ceux qui seront favorables ou pas favorables à l'utilisation de ces biotechnologies, c'est la question du temps. Est-ce qu'on a la possibilité d'aller, au lieu de prendre 15 ans ou 20 ans pour introduire des résistances dans une plante, est-ce qu'on prend le risque, ou est-ce qu'on accepte d'utiliser ces techniques? Pour le moment, vous le savez, on est dans l'attente d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne qui va probablement avoir un impact sur le cadre réglementaire, là pour le coup qui ne sera pas que national, mais qui sera bien européen sur l'utilisation de ces techniques. Question de Madame la sénatrice Bonnefoy qui s'adressait autant, je pense, peut-être plus même à l'ANSES qu'à l'INRA, mais je relève au passage sur le suivi post-AMM. C'est effectivement quelque chose auquel on contribue, nos chercheurs contribuent, c'est très intéressant. Parce que l'idée que dans l'évaluation ex-ante des molécules, on verrait tout et on réglerait tous les problèmes, c'est pas réaliste, le rapport sénatorial l'avait montré, et ça nous apprend beaucoup de choses. Et donc ça complète l'évaluation et c'est intéressant aussi pour nos chercheurs. Une question qui a été portée à la fois par le sénateur Bignon et le sénateur Berry-Debat revenant sur ce que j'avais dit sur la reconception des systèmes. Comment on fait, c'est quoi concrètement? C'est quoi la différence entre une innovation incrémentale et une innovation de rupture en agriculture? Quand on a des pulvérisateurs plus précis, on a des buses qui vont limiter la dispersion aérienne. C'est de l'innovation incrémentale qui est accessible moyennant des acquisitions de nouveaux matériels. Quand il s'agit, et c'est ça qui sera nécessaire si on veut vraiment baisser drastiquement au-delà de 50% les utilisations de produits phytosanitaires, et Didier Marteau a déjà montré des exemples intéressants en disant que ce qui n'est pas usuel, il se met en même temps du colza et de la févrole dans l'aube, multiplier ce genre d'approche où on va essayer d'occuper le sol toute l'année et ne plus avoir les rotations qui ont parfois été faites de façon très efficace pendant des décennies,
et dire à des agriculteurs, demain, on va occuper le sol toute l'année, on va peut-être faire des co-cultures, on va faire des mélanges de variétés, ça va à l'encontre de ce qu'on leur a appris, et y compris le développement agricole et les lycées, etc. Donc ça, pour moi, c'est ce que j'appelle de l'innovation qui a un peu plus de rupture. Comment le faire et pourquoi ça prend du temps? Il faut le faire à l'échelle du terrain. Ça ne peut pas être fait que dans les labos, sur le papier ou dans les serres. Donc nous, on travaille avec nos unités expérimentales de l'INRA dans des conditions réelles. Même, ça veut dire que c'est les agents publics qui travaillent, et on vend les productions et on tient des comptes d'exploitation. Et donc on a un certain nombre d'unités de production qui sont dans ces logiques de reconception et qui vont vers du bio, mais parfois plus que du bio, en limitant le cuivre, en essayant d'avoir des approches très innovantes. Il faut qu'on partage ces expérimentations dans nos unités avec un certain nombre d'agriculteurs qui seront les plus motivés, les plus engagés, pour que progressivement, sur le terrain, il puisse y avoir un échange. Et ça, c'est ça qui prendra du temps. Sur la question d'un GIEC, des phytos ou de l'agriculture, c'est un sujet, une question qui a été déjà effectivement portée. On peut voir, je dirais, avec mon expérience, la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. À moitié vide, c'est vrai que ce n'est pas le sujet de préoccupation majeure de la recherche agronomique américaine. Je reviens d'une réunion du G20 entre les chief scientists des agronomiques des pays du G20 en Argentine. On a été réunis pendant 3 jours. On a parlé New Breeding Techniques, NBT, donc on a une résolution de coopération là-dessus. Moi, j'ai parlé évidemment des enjeux de protection des plantes et de pesticides. C'est pas, à part l'Europe, l'Allemagne qui nous a soutenus, l'Union européenne, il y a une forme d'interrogation. Effectivement, on ne sent pas encore un mouvement. Donc ça, c'est pour la bouteille à moitié vide. Pour la bouteille à moitié pleine, j'étais aussi, il n'y a pas très longtemps, en accompagnement d'une visite du président et du gouvernement en Chine pour signer des accords avec les Chinois. Et ce n'est pas des rigolos, hein, c'est ceux qui investissent le plus en recherche agronomique au monde depuis les 10 dernières années, qui un jour seront peut-être les premiers en recherche là-dessus. Ils s'intéressent à ces sujets. Alors ils le font à bas bruit, mais donc on a des coopérations. On va signer probablement à l'automne un laboratoire international associé INRA-Chine sur l'approche du riz, mais qui va nous intéresser aussi pour le blé, pour aller vers des reconceptions de systèmes sur la production de riz sans pesticides. Donc quand la Chine bouge, c'est important. Avec l'Inde, on a aussi signé des accords. Donc je dirais, voilà, le match est en train de se jouer. Et si on arrive... Pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt, l'Allemagne? Alors l'Allemagne, je vais faire un peu de cocorico. Nous, on a l'INRA. En France, on a les instituts techniques. En Allemagne, ils ont beaucoup d'instituts. C'est très éclaté. Ils sont très bons. Le Max Planck est un excellent centre de recherche en biotechnologie. Mais dans l'agriculture, on a plus de 10 interlocuteurs. Et donc, on est en train d'essayer de les regrouper pour avoir un projet commun. Et j'espère qu'on pourra le présenter bientôt. Très vite, parce que je dépasse mon temps, mais il y a beaucoup de questions. Sur la question des coformulants que le sénateur Gontard posait, peut-être un peu généreusement à l'INRA, hein, mais c'est vrai que sur le glyphosate... Vous avez raison, s'il y a un cancérogène, je crois, sûr sous votre contrôle, c'est la tallowamine, qui était le coformulant. Non? Bon, tu me corrigeras. Il n'est pas cancérigène? Il est génotoxique. Mais enfin, c'est quand même un souci. C'était un coformulant et qui a été, normalement, qu'il a dû être retiré. Question remarque et question de Madame la sénatrice Préville sur l'importance de la microbiodiversité des sols. La couverture des sols, les vers de terre, je rajouterai les carabes, la question de l'enherbement. Donc là, on a, au cours du G20, dont je parlais, avec les autres organismes de recherche mondiaux, on a décidé de mettre en place un réseau de recherche international sur les sols, sur la microbiodiversité des sols. On a réussi à obtenir un accord et c'est la France, c'est l'INRA qui va le piloter au niveau mondial. Et enfin, question sur... Pourquoi pas, le sénateur Jacquin, un contrat entre l'INRA et les pouvoirs publics sur un grand programme de recherche biocontrôle? J'ai envie de dire chiche. Nous, on est prêts, on a fait des propositions à nos tutelles, agriculture, recherche, et pas que l'INRA, la recherche publique, avec l'ensemble des acteurs du consortium à toutes les échelles. Et je pense qu'il y a un très bel enjeu pour notre pays, pour qu'on soit le leader européen très rapidement et peut-être mondial du biocontrôle.
Voilà donc pour cette table ronde sur les produits phytosanitaires, vaste sujet d'actualité bien sûr, avec notamment l'interdiction du glyphosate que le gouvernement a choisi de ne pas inscrire dans le nouveau projet de loi sur l'alimentation. Cette table ronde donc organisée par la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, avec notamment le président de l'INRA, tenter de réfléchir aux alternatives aux pesticides et notamment au biocontrôle. Le biocontrôle, c'est l'ensemble de méthodes de protection des végétaux basées sur l'utilisation de mécanismes naturels. Voilà, vous pouvez bien sûr revoir ce programme sur notre site internet publicsénat.fr.